Il y a quelque chose dans les abysses qui défie toute logique. À plus de 4000 mètres sous la surface, là où la pression écraserait un sous-marin militaire comme une canette vide, là où la température flirte avec le zéro absolu et où la lumière du soleil n'a jamais pénétré depuis la formation des océans, quelque chose vit. Pas seulement des bactéries, pas seulement des organismes microscopiques accrochés à des fissures volcaniques. Des créatures, des prédateurs, des formes de vie si anciennes, si étranges, si parfaitement adaptées à l'obscurité totale qu'elles semblent appartenir à une autre planète. Mais voici ce qui devrait vous arrêter net. Ces créatures n'ont pas simplement survécu à la nuit éternelle des profondeurs. Elles ont survécu à 5 extinctions massives, 5 apocalypses planétaires, 5 moments où la vie sur Terre a failli s'éteindre pour toujours. Chaque fois, les continents ont brûlé, les mers ont bouilli, l'atmosphère s'est transformée en poison. Chaque fois, plus de 90% des espèces ont disparu à jamais. Et ces créatures étaient là, avant les dinosaures, avant les premiers arbres, avant même que les poissons n'apprennent à respirer hors de l'eau. Pensez-y une seconde. Le tyrannosaure Rex est apparu il y a 68 millions d'années. Il a disparu il y a 66 millions d'années. 2 millions d'années d'existence, et nous le considérons comme le symbole ultime de la domination animale. Certaines des créatures dont nous allons parler aujourd'hui existent depuis 450 millions d'années, sans interruption, sans évolution majeure. Comme si l'évolution elle-même avait regardé ces formes de vie et décidé qu'elles étaient déjà parfaites. Les scientifiques ont un nom pour elles, les fossiles vivants. Mais ce terme, aussi fascinant soit-il, ne rend pas justice à ce qu'ils sont vraiment. Un fossile est quelque chose de mort, figé dans la roche, figé dans le temps. Ces créatures, elles, sont vivantes. Elles chassent, elles se reproduisent. Certaines d'entre elles nagent en ce moment même, à des profondeurs que l'humanité n'a explorées qu'à 5%. Vous avez bien entendu, 5%. Nous avons cartographié la surface de Mars avec plus de précision que nous n'avons exploré notre propre océan. Nous connaissons mieux la face cachée de la Lune que nous ne connaissons les plaines abyssales qui couvrent 60% de notre planète. Ce que nous avons découvert dans cet espace inconnu, ces 5% que nous avons réussi à explorer, a déjà bouleversé notre compréhension de la vie, de l'évolution et de l'histoire de la Terre. Alors imaginez ce qui attend dans les 95% restants. Aujourd'hui, nous allons descendre, couche par couche, zone par zone, jusqu'aux endroits les plus profonds, les plus sombres, les plus hostiles de notre planète. Nous allons rencontrer des créatures qui ont traversé les âges comme des fantômes invincibles. Nous allons comprendre pourquoi les profondeurs océaniques sont, selon les mots du paléontologue Andrew Knoll de l'université Harvard, le dernier véritable refuge de l'histoire profonde de la vie sur Terre. Nous allons aussi nous poser une question qui n'a pas encore de réponse définitive. Si ces créatures ont survécu à tout ce que la Terre leur a infligé depuis 400 millions d'années, qu'est-ce que cela nous dit sur l'extinction qui se prépare en ce moment même? Mais avant de descendre dans les abysses, il faut comprendre ce que signifie vraiment survivre à une extinction massive. Parce que nous utilisons ces mots facilement, extinction massive, comme si c'était simplement une période difficile, une mauvaise saison. Ce n'est pas ça. Une extinction massive, c'est la fin du monde, littéralement. Il y a 252 millions d'années, à la frontière entre le Permien et le Trias, la Terre a vécu ce que les géologues appellent le Grand Mouvement. En moins de 60 000 ans, un clin d'œil à l'échelle géologique, 96% de toutes les espèces marines ont disparu. 96%. Les récifs coralliens ont cessé d'exister pendant 10 millions d'années. Les océans se sont appauvris en oxygène jusqu'à devenir des zones mortes géantes. Les températures de surface ont grimpé de 10 degrés en quelques milliers d'années. Des volcans en Sibérie ont craché du dioxyde de carbone pendant des centaines de milliers d'années, transformant l'atmosphère en serre. Et pourtant, dans les profondeurs les plus sombres, dans les tranchées les plus inaccessibles, dans les fissures hydrothermales qui crachent de l'eau à 350 degrés au milieu d'un océan glacial, certaines choses ont continué à vivre. Comment? C'est la question centrale de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et les réponses que la science commence à formuler sont, à la fois, rassurantes et profondément inquiétantes. Préparez-vous, nous allons descendre. Avant de rencontrer les créatures, il faut comprendre leur monde. Parce que l'océan profond n'est pas un endroit, c'est plusieurs endroits, des zones distinctes
empilées les unes sur les autres comme les étages d'un immeuble qui descendrait jusqu'en enfer. Et chaque zone possède ses propres lois, ses propres conditions, ses propres formes de vie. La plupart des gens imaginent l'océan comme une masse d'eau uniforme, bleu en surface, noir en profondeur. C'est à peu près aussi précis qu'imaginer un gratte-ciel comme juste un bâtiment. Commençons par le début, par la surface. La zone épipélagique s'étend de la surface jusqu'à 200 mètres de profondeur. C'est le monde que nous connaissons. La lumière y pénètre, le plancton y prospère, les thons y chassent, les baleines y respirent. Toute la vie marine que Hollywood a jamais représentée se passe ici, dans cette fine pellicule de 200 mètres, qui ne représente même pas 1% de la profondeur totale des océans. En dessous commence quelque chose de différent. De 200 à 1000 mètres, c'est la zone mésopélagique, la zone crépusculaire. La lumière solaire y pénètre encore, mais si faiblement, si diffusément, qu'elle ressemble moins à de la lumière qu'à une hallucination. Ici, les créatures ont commencé à s'adapter. Des yeux énormes pour capter le moindre photon, des corps transparents pour éviter d'être vus. Certains poissons de cette zone ont développé des rangées d'organes lumineux sur le ventre, orientés vers le haut, qui imitent parfaitement la faible lumière venant de la surface. Un camouflage non pas pour se fondre dans le fond, mais pour se fondre dans le ciel au-dessus d'eux. L'évolution, même dans l'obscurité, ne chôme pas. Mais c'est à partir de 1000 mètres que les règles changent vraiment. La zone bathypélagique, de 1000 à 4000 mètres. Ici, il n'y a plus de lumière du tout. Zéro. Pas une particule de photon solaire n'atteint jamais cet endroit. La température est stable entre 2 et 4 degrés Celsius, été comme hiver, depuis des dizaines de millions d'années. La pression atteint 400 atmosphères. Cela signifie que chaque centimètre carré de votre corps supporterait le poids d'une petite voiture. Vos poumons s'effondreraient instantanément. Vos globes oculaires se liquéfieraient. Vos os se briseraient avant même que vous ayez atteint la moitié de cette profondeur. Et pourtant, dans cette zone, il y a plus de biomasse que dans tous les océans de surface réunis. Cette information a été publiée dans une étude de 2019 dans la revue Nature Communications, et elle a provoqué un véritable choc dans la communauté scientifique. Nous pensions que l'océan profond était un désert, un endroit hostile où quelques créatures spécialisées survivaient péniblement. La réalité est que c'est l'écosystème le plus vaste et le plus peuplé de la planète. Invisible, ignoré, mais pullulant de vie. En dessous de 4000 mètres, nous entrons dans la zone abyssopélagique, les plaines abyssales. Ce sont les grandes étendues plates qui couvrent plus de 50% du fond des océans. Imaginez des plaines aussi vastes que l'Afrique, recouvertes d'une fine couche de sédiments accumulés depuis des centaines de millions d'années, où la pression dépasse 600 atmosphères et où la température tombe à moins d'1 degré Celsius. Ces plaines ne sont pas vides. Elles sont habitées par des créatures que l'on commence à peine à cataloguer. Des holoturies géantes, les concombres de mer, qui rampent sur ces fonds depuis plus de 400 millions d'années. Des étoiles de mer dont les ancêtres ont vu les premiers continents se former. Des éponges qui peuvent vivre plus de 11 000 ans. 11 000 ans pour un individu, un seul organisme, accroché à des rochers sous-marins. Mais la zone la plus extrême, celle qui fascine le plus les scientifiques et qui abrite certains des survivants les plus extraordinaires, se trouve encore en dessous, la zone hadale, les tranchées. En dessous de 6000 mètres, là où la croûte terrestre se plie, se fracture et plonge dans le manteau de la planète, se trouvent les tranchées océaniques. La tranchée des Mariannes, dans le Pacifique occidental, atteint 11 000 mètres dans sa partie la plus profonde, le point Challenger Deep. Si vous posiez le mont Everest au fond de cette tranchée, il lui manquerait encore 2 km pour atteindre la surface. La pression au fond de la tranchée des Mariannes est de 1100 atmosphères. 1100 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. C'est l'équivalent de 50 avions de ligne posés sur votre poitrine. Et là, dans cette obscurité absolue, sous cette pression inconcevable, dans ce froid à peine au-dessus du point de congélation, il y a des poissons. Des poissons avec des nageoires, des écailles, des yeux. Des vertébrés à sang froid qui nagent librement dans ce que nous considérions comme un environnement incompatible avec toute forme de vie complexe. En 2019, une expédition de l'Université de Western Australia a filmé un escargot de mer, le poisson limace des Mariannes, à 8226 mètres de profondeur, record absolu pour un vertébré. Ce poisson rose, translucide, aux allures presque fantomatiques,
nageaient tranquillement comme si la pression n'existait pas. Comment est-ce possible? La réponse tient en un mot que vous n'avez probablement jamais entendu. L'oxyde de triméthylamine. C'est une molécule que ces poissons accumulent dans leurs cellules en proportion directe avec la profondeur à laquelle ils vivent. Elle agit comme un contrepoids moléculaire à la pression, empêchant les protéines cellulaires de se déformer et de cesser de fonctionner. Plus le poisson vit profond, plus il en produit. C'est une adaptation biochimique si élégante, si précise, que des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego l'étudient pour potentiellement développer des médicaments capables de protéger les cellules humaines dans des conditions extrêmes. La vie dans les abysses n'est pas seulement fascinante, elle est utile. Mais revenons à notre question fondamentale. Cette géographie de l'obscurité, ces zones empilées les unes sur les autres, qu'est-ce qu'elles ont offert aux créatures qui y vivent et que la surface n'a pas pu offrir pendant les 5 grandes extinctions? 3 choses. La stabilité, l'isolement et le temps. La stabilité d'abord. Quand un astéroïde de 10 km de diamètre percute la Terre à 70 000 km/h, comme celui qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 66 millions d'années, les effets immédiats sont catastrophiques en surface. Les incendies globaux, l'hiver d'impact, l'effondrement de la photosynthèse. Mais à 4000 mètres de profondeur, la température n'a pratiquement pas changé, la pression n'a pas changé, l'obscurité évidemment n'a pas changé, elle était déjà totale. La vague de choc a traversé l'eau, les tsunamis ont dévasté les côtes, mais les plaines abyssales ont continué leur existence millénaire, comme si rien ne s'était passé. L'isolement ensuite. Les tranchées et les plaines abyssales ne sont pas reliées entre elles comme un réseau d'autoroutes. Elles sont fragmentées, séparées par des dorsales océaniques, par des barrières géologiques, par des gradients de température et de pression qui agissent comme des murs invisibles. Quand un pathogène, une espèce invasive ou un changement environnemental dévaste une région, cette fragmentation protège les autres. C'est le même principe que la quarantaine, mais à l'échelle planétaire. Et le temps enfin. Le temps est l'arme secrète des abysses. En surface, l'évolution travaille vite parce que les conditions changent vite. Les générations se succèdent rapidement, les mutations s'accumulent, les espèces se transforment ou disparaissent. Dans les profondeurs, où rien ne change depuis des dizaines de millions d'années, l'évolution ralentit jusqu'à presque s'arrêter. Une créature parfaitement adaptée à un environnement parfaitement stable n'a aucune raison de changer. Elle devient, selon la formule du paléontologue Stephen Jay Gould, une beauté figée dans l'ambre. Vivante, fonctionnelle, mais identique à ses ancêtres d'il y a 300 millions d'années. C'est cette combinaison, stabilité, isolement, temps, qui a transformé les abysses en arche de Noé permanente. Pas une arche qui sauve les espèces pendant quelques mois en attendant que les eaux se retirent. Une arche qui les préserve pendant des centaines de millions d'années, en attendant que la Terre se souvienne d'elle-même. Mais maintenant que vous comprenez le décor, il est temps de rencontrer les acteurs. Les premiers, les plus anciens. Ceux dont les ancêtres directs ont vu la Terre sans oxygène, sans faune complexe, sans rien de ce que nous reconnaîtrions comme de la vie. Préparez-vous à rencontrer des créatures qui auraient dû cesser d'exister bien avant que les dinosaures ne commencent à marcher. 450 millions d'années. Prenez un instant pour mesurer ce chiffre. Il y a 450 millions d'années, il n'y avait pas un seul arbre sur Terre, pas une seule feuille, pas un seul insecte. Les continents que nous connaissons n'existaient pas sous leurs formes actuelles. L'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, tout cela était fragmenté en archipels tropicaux dispersés autour d'un océan global qui couvrait plus de 80% de la surface de la planète. L'atmosphère contenait 2 fois plus de dioxyde de carbone qu'aujourd'hui. La Lune était plus proche de la Terre, et les marées qui en résultaient étaient si violentes qu'elles déformaient les côtes plusieurs fois par jour. C'est dans ce monde alien, ce monde que vous ne reconnaîtriez pas si vous pouviez le voir, qu'un certain nombre de lignées animales ont pris forme. Et certaines de ces lignées existent encore. Commençons par celui que les scientifiques considèrent comme le symbole absolu de la persistance évolutive. Un animal si ancien, si inchangé, si parfaitement conservé dans le temps que sa redécouverte en 1938 a été comparée à trouver un dinosaure vivant dans une forêt africaine. Le coelacanthe. Son nom scientifique est Latimeria chalumnae, et son histoire est l'une des plus extraordinaires que la paléontologie ait jamais produite. Pendant des décennies,
Les scientifiques connaissaient les coelacanths uniquement à travers les fossiles. Des fossiles abondants, magnifiquement préservés, trouvés dans des formations rocheuses allant du Dévonien tardif, il y a 360 millions d'années, jusqu'au Crétacé supérieur, il y a 66 millions d'années. Et puis, rien. Les couches géologiques qui suivent l'extinction des dinosaures ne contiennent plus aucun coelacanthe. Les scientifiques ont conclu, logiquement, raisonnablement, que cette lignée avait disparu avec les dinosaures lors de la grande extinction du Crétacé paléogène. C'était une conclusion parfaitement rationnelle. C'était aussi parfaitement faux. Le 22 décembre 1938, une jeune curatrice du musée local de East London, en Afrique du Sud, reçoit un appel d'un pêcheur. Il vient de remonter quelque chose d'étrange dans ses filets, quelque chose qu'il n'a jamais vu. Marjorie Courtenay-Latimer se déplace, regarde le poisson, et comprend immédiatement qu'elle est face à quelque chose d'extraordinaire. Elle ne sait pas exactement ce que c'est, mais elle sait que c'est important. Elle dessine l'animal, envoie son dessin à l'ichtyologiste James Leonard Brierley Smith et attend. La réponse de Smith arrive quelques semaines plus tard. Il ne peut quasiment pas croire ce qu'il voit. Ce poisson aux écailles bleu acier, aux nageoires charnues articulées comme des membres, aux yeux d'un vert lumineux, c'est un coelacanthe, un animal que la science considérait comme éteint depuis 66 millions d'années. Smith écrira plus tard que la nouvelle l'a frappé comme une balle. Il dira que si on lui avait annoncé la découverte d'un dinosaure vivant, il n'aurait pas été plus stupéfait. L'espèce sera baptisée en l'honneur de Marjorie Courtenay-Latimer, Latimeria chalumnae. Mais ce qui rend le coelacanthe véritablement fascinant, ce n'est pas simplement son âge. C'est ce qu'il révèle sur la nature même de l'évolution. Regardez ses nageoires. Pas des nageoires normales, plates et flexibles comme celles d'un thon ou d'un saumon. Des nageoires épaisses, charnues, montées sur des structures osseuses articulées qui ressemblent vraiment à des membres primitifs. Des bras et des jambes en devenir. Ce sont ces nageoires lobées qui ont conduit les scientifiques à penser pendant longtemps que le coelacanthe était l'ancêtre direct des premiers tétrapodes, les premiers vertébrés à avoir posé un pied, ou plutôt une nageoire, sur la terre ferme. L'analyse génétique a depuis nuancé cette hypothèse. Une étude publiée dans Nature en 2013, impliquant le séquençage complet du génome du coelacanthe par une équipe internationale coordonnée par le Broad Institute du MIT, a révélé que ce sont en réalité les dipneustes, les poissons pulmonés, qui sont les plus proches parents des tétrapodes. Mais le coelacanthe, lui, représente une branche parallèle, tout aussi ancienne, tout aussi précieuse pour comprendre l'histoire de la vie. Et son génome a réservé une autre surprise. Il évolue, mais à une vitesse extraordinairement lente. La comparaison entre les séquences génétiques du coelacanthe actuel et les structures anatomiques des fossiles vieux de 300 millions d'années montre un taux de mutation si faible que les chercheurs du Broad Institute ont dû vérifier leurs calculs à plusieurs reprises. Le coelacanthe est génétiquement presque identique à ses ancêtres du Dévonien. Son ADN change environ 50 fois moins vite que celui des mammifères. Pourquoi? La réponse est directement liée à ce que nous avons dit sur la stabilité des profondeurs. Le coelacanthe vit entre 150 et 700 mètres de profondeur, dans des grottes et des surplombs rocheux sous-marins. Son environnement n'a pratiquement pas changé depuis des centaines de millions d'années. Il n'y a donc aucune pression évolutive pour le pousser à se transformer. Les mutations qui surviennent sont neutres dans le meilleur des cas, nuisibles dans le pire. Elles sont donc éliminées ou restent sans effet. Le résultat est un génome remarquablement stable, une forme remarquablement stable, un animal remarquablement inchangé. La perfection n'a pas besoin de s'améliorer. Mais le coelacanthe, malgré tout son prestige de fossile vivant, n'est pas le survivant le plus ancien que nous allons rencontrer aujourd'hui. Loin de là. Permettez-moi de vous présenter un animal dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, et qui mérite pourtant une place d'honneur dans n'importe quel panthéon de la survie évolutive. Le nautile, Nautilus pompilius. Une coquille spiralée, chambrée, nacrée, d'une beauté géométrique qui a inspiré des mathématiciens, des architectes et des artistes pendant des siècles. Ce motif parfait, cette spirale logarithmique, est présent dans les fossiles depuis 450 millions d'années, depuis l'Ordovicien, depuis avant que les poissons ne développent des mâchoires,
depuis avant que la vie complexe n'ait vraiment commencé à coloniser les océans. Le nautile est un céphalopode, un cousin éloigné du poulpe et du calmar. Mais là où ses cousins ont évolué de manière spectaculaire, développant des cerveaux complexes, des comportements sophistiqués, des capacités de camouflage quasi miraculeux, le nautile est resté exactement ce qu'il était. Ses yeux n'ont pas de cristallin. Ils fonctionnent comme des caméras à sténopée primitives, avec un simple trou pour laisser entrer la lumière. C'est une technologie optique que les céphalopodes modernes ont abandonnée il y a des centaines de millions d'années au profit d'yeux beaucoup plus sophistiqués. Le nautile, lui, a gardé ses yeux primitifs. Parce qu'à 500 mètres de profondeur, dans une obscurité quasi totale, des yeux complexes ne représentent pas un avantage suffisant pour justifier le coût métabolique de leur développement. Son cerveau est remarquablement simple pour un céphalopode. Pas de jeu, pas d'apprentissage complexe, pas de reconnaissance individuelle comme chez les pieuvres. Un traitement basique de l'information, nourriture, prédateur, partenaire, rien de plus, rien de moins. Et pourtant, ce design minimaliste a traversé 5 extinctions massives. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Les nautiles ont vu l'extinction de l'ordovicien silurien il y a 445 millions d'années, qui a anéanti 85% des espèces marines. Ils ont survécu à l'extinction du Dévonien tardif, il y a 375 millions d'années, qui a détruit 75% de toutes les espèces. Ils ont traversé le grand mourant du Permien-Trias, le pire de tous, il y a 252 millions d'années, qui a presque effacé la vie complexe de la planète. Ils ont survécu à l'extinction du Trias jurassique, il y a 201 millions d'années. Et finalement, ils ont regardé les dinosaures disparaître il y a 66 millions d'années, sans que leur propre existence en soit significativement perturbée. 5 fins du monde. 5 fois où la biosphère a été remise à zéro. Et le nautile était là avant chaque catastrophe, et là après chaque catastrophe. Comment expliquer une telle résilience? Les chercheurs de l'Université de Washington ont publié en 2021 une analyse approfondie des stratégies de survie des céphalopodes à coquilles à travers les extinctions massives. Leurs conclusions pointent vers plusieurs facteurs combinés. D'abord, la mobilité verticale. Le nautile peut descendre jusqu'à 700 mètres la nuit pour chercher de la nourriture, puis remonter vers des eaux plus chaudes pendant la journée en utilisant sa chambre à gaz comme un système de ballast naturel. Cette capacité à changer rapidement de profondeur lui permet d'exploiter des ressources que d'autres créatures ne peuvent pas atteindre et de fuir les zones appauvries en oxygène qui caractérisent les périodes d'extinction. Ensuite, son métabolisme extrêmement lent. Le nautile peut rester plusieurs mois sans manger. Son taux métabolique de base est si bas que certains chercheurs l'ont comparé à un état de semi-hibernation permanent. Pendant les extinctions massives, quand les ressources alimentaires s'effondrent, cette capacité à fonctionner en mode économie d'énergie extrême peut faire la différence entre la survie et la disparition. Et enfin, sa coquille elle-même. Cette chambre à gaz qui lui permet de contrôler sa flottabilité est aussi une protection remarquable contre les variations de pression et de température. Les ammonites, ses cousins maintenant éteints, avaient des coquilles similaires mais plus minces, plus ornementées, plus spécialisées. Elles ont disparu avec les dinosaures. Le nautile, avec sa coquille plus épaisse et plus robuste, a survécu. La simplicité contre la spécialisation, la robustesse contre l'élégance. L'histoire de l'évolution est pleine de cas où la créature la plus sophistiquée a perdu face à la créature la plus fondamentalement solide. Mais il y a un troisième survivant de cette époque ancienne que je dois mentionner avant de continuer. Un survivant qui est si discret, si peu spectaculaire en apparence, que vous le croiserez peut-être un jour sur une plage sans jamais comprendre ce que vous regardez vraiment. Le limule, Limulus polyphémus. Cet animal qui ressemble à un casque de chevalier médiéval rampant sur le sable, avec sa carapace brun kaki, sa longue queue rigide et ses 10 yeux dispersés sur le corps, est apparu il y a 445 millions d'années. C'est l'un des animaux les mieux préservés dans le registre fossile. Des spécimens trouvés dans des châles du Jurassique, il y a 150 millions d'années, dans la formation Solnhofen en Bavière, sont quasiment identiques aux animaux vivants que l'on trouve aujourd'hui sur les côtes est des États-Unis et en Asie du Sud-Est. Quasiment identiques. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéralement le même animal, la même architecture, les mêmes structures, les mêmes fonctions.
445 millions d'années sans changement significatif. Mais le limule cache un secret que vous n'auriez jamais deviné en le regardant ramper sur une plage. Son sang. Le sang du limule est bleu. Pas métaphoriquement bleu, réellement, chimiquement bleu. Parce qu'au lieu d'utiliser l'hémoglobine à base de fer comme les vertébrés, il utilise l'hémocyanine à base de cuivre pour transporter l'oxygène. Mais ce n'est pas ce qui rend son sang extraordinaire. Ce qui rend son sang extraordinaire, c'est qu'il réagit aux bactéries d'une manière que rien d'autre dans la nature ne peut reproduire. Les cellules sanguines du limule, les amébocytes, détectent les endotoxines bactériennes avec une sensibilité absolument stupéfiante. En présence de la moindre contamination bactérienne, elles forment instantanément un gel qui isole et neutralise la source d'infection. C'est un système immunitaire primitif, mais d'une efficacité redoutable, parfaitement adapté à un animal qui vit dans des sédiments côtiers pullulants de bactéries. Cette propriété a été découverte dans les années 60 par le chercheur Frederick Bang de la Marine Biological Laboratory de Woods Hole. Et depuis cette découverte, elle a littéralement sauvé des millions de vies humaines. Chaque vaccin, chaque médicament injectable, chaque implant médical qui entre dans votre corps doit passer un test de stérilité. Ce test utilise un réactif dérivé du sang du limule. Il s'appelle le LAL, Limulus amébocyte lysate. Sans ce réactif, l'industrie pharmaceutique mondiale serait incapable de garantir la stérilité de ses produits. Il n'existe à ce jour aucun équivalent synthétique suffisamment fiable pour le remplacer complètement, bien que les recherches intensives soient en cours. Un animal vieux de 445 millions d'années, un rescapé de 5 extinctions massives, et c'est lui qui rend possible la médecine moderne. L'ironie est presque trop grande pour être racontée. Ces 3 créatures, le quelacanthe, le nautile, le limule, sont ce que nous appelons la première génération des survivants. Ceux dont les lignées remontent à l'aube de la vie complexe. Ceux qui ont traversé toutes les apocalypses planétaires en restant, obstinément, reconnaissablement eux-mêmes. Mais ils ne sont pas seuls. Dans les profondeurs que nous n'avons pas encore explorées, dans les tranchées que nos engins submersibles n'ont effleurées qu'à peine, il y a des formes de vie encore plus anciennes. Des organismes qui existaient avant les animaux, avant les cellules complexes. Des entités biologiques qui remettent en question notre définition même de ce qu'est un être vivant. Et certains d'entre eux, selon des recherches publiées ces 5 dernières années, pourraient être individuellement plus vieux que les dinosaures. Pas leur lignée, eux, ces organismes précis, ces individus. Nous allons les rencontrer dans le prochain chapitre. Il y a une question que les biologistes évitent généralement de poser en public, parce qu'elle mène vers des territoires philosophiques inconfortables pour une discipline qui préfère les certitudes mesurables aux spéculations existentielles. Cette question est la suivante. Qu'est-ce que mourir exactement? Pour la plupart des animaux, la réponse semble évidente. Le cœur s'arrête, les cellules cessent de fonctionner, la matière organique commence à se décomposer, fin. Mais pour certaines créatures des profondeurs, cette définition s'effondre complètement. Parce qu'elle ne semble tout simplement pas mourir. Pas de vieillesse en tout cas, pas de sénescence, ce processus par lequel les cellules accumulent les erreurs, perdent leur capacité de réplication et conduisent progressivement l'organisme vers la défaillance et la mort. Ces créatures continuent simplement, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle. Laissez-moi vous présenter l'éponge de verre. Monoraphis chuni. Un organisme qui ressemble à un fil de verre translucide, rigide, ancré dans les sédiments des fonds marins à des profondeurs pouvant atteindre 5000 mètres. Sa structure est d'une simplicité presque insultante comparée aux animaux complexes que nous venons de décrire. Pas de système nerveux, pas de muscles, pas d'organes au sens où nous les entendons. Un assemblage de cellules organisées autour d'un squelette de silice, filtrant l'eau pour en extraire des particules organiques microscopiques. Mais cette simplicité cache quelque chose de stupéfiant. En 2012, une équipe de chercheurs de l'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine en Allemagne a publié dans les Proceedings of the Royal Society B une analyse de la structure de croissance de ces éponges de verre. En examinant les couches de silice déposées tout au long de la vie de l'animal, un peu comme on compte les anneaux d'un arbre, ils ont estimé l'âge de certains spécimens. Les résultats ont dû être vérifiés plusieurs fois. Certaines éponges de verre des grands fonds auraient entre 11 000 et 15 000 ans. 15 000 ans. C'est l'âge de l'agriculture humaine. C'est avant Stonehenge.
avant les pyramides, avant l'écriture, avant tout ce que nous appelons la civilisation. Ces éponges filtraient l'eau au fond de l'océan, pendant que nos ancêtres apprenaient à planter du blé. Mais même ce chiffre vertigineux n'est pas le record absolu. En 2017, une étude publiée dans la revue Aging Research Reviews par des chercheurs de l'Université de Barcelone et de l'Université de Vigo s'est penchée sur des éponges calcaires des eaux profondes de la Méditerranée et de l'Atlantique Nord. Leur méthode de datation, combinant l'analyse des isotopes radioactifs et la mesure des couches de croissance, a produit des estimations qui ont fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Certains spécimens de Geodia barretti, une éponge massive des fonds froids, auraient plus de 2300 ans. D'autres espèces d'éponges des grands fonds, encore moins connues, pourraient dépasser les 5000 ans pour des individus uniques. Mais voici ce qui rend ces chiffres philosophiquement vertigineux. Une éponge ne vieillit pas. Ses cellules ne s'accumulent pas d'erreurs au fil du temps comme les cellules des mammifères. Elle ne développe pas de cancer, pas de dégénérescence cellulaire, pas d'affaiblissement progressif des systèmes. Elle grandit, elle filtre, elle se reproduit, et elle continue, indéfiniment, jusqu'à ce qu'un prédateur la mange, qu'une perturbation physique la détruise, ou qu'un changement environnemental brutal la dépasse. En l'absence de ces événements, elle pourrait, en théorie, vivre pour toujours. Ce concept a un nom en biologie. La négligence sénescente, l'absence de vieillissement. Et les éponges des grandes profondeurs en sont l'exemple le plus extrême parmi les animaux multicellulaires. Mais les éponges, aussi fascinantes soient-elles, ne sont pas les seules créatures des abysses à jouer avec notre conception du temps et de la mort. Permettez-moi de vous parler de quelque chose de encore plus troublant. En 2022, une équipe de scientifiques de l'Institut océanographique de Woods Hole aux États-Unis, travaillant en partenariat avec des collègues de l'Université de Rhode Island, a publié dans la revue Science une découverte qui a provoqué une onde de choc dans plusieurs disciplines scientifiques simultanément. Dans les sédiments du fond de l'océan Pacifique, à une profondeur de 5700 mètres, dans une zone appelée la plaine abyssale du Pacifique Nord, ils ont prélevé des carottes de sédiments, des cylindres de boue et de particules organiques accumulées pendant des millions d'années, comme des archives géologiques. Et dans ces sédiments, dans des couches datant de 101 millions d'années, soit 35 millions d'années avant l'extinction des dinosaures, ils ont trouvé des bactéries vivantes, pas des spores, pas des formes dormantes, des bactéries qui, une fois ramenées à la surface et placées dans des conditions nutritives, ont recommencé à se multiplier. Des bactéries qui dormaient dans la boue depuis 101 millions d'années ont été réveillées et ont recommencé à vivre. L'équipe, menée par le microbiologiste Yuki Morono du Japan Agency for Marine Earth Science and Technology, a d'abord soupçonné une contamination, impossible autrement. Elles ont répété les expériences, elles ont multiplié les contrôles. Elles ont fait appel à des laboratoires indépendants pour vérifier leurs résultats. Les bactéries étaient bien là, bien vivantes, bien actives. La question qui a suivi immédiatement cette découverte est celle que vous vous posez probablement en ce moment. Était-elle vraiment en vie pendant tout ce temps? Ou avait-elle simplement suspendu toute activité biologique au point de frôler la définition de la mort, attendant des conditions qui ne reviendraient peut-être jamais? La réponse honnête est que nous ne savons pas encore. La frontière entre la vie suspendue et la mort réversible est l'une des questions les plus fondamentales et les plus non résolues de la biologie moderne. Ce que nous savons, c'est que ces bactéries ont traversé 101 millions d'années dans un état qui a préservé leur capacité à vivre. Qu'elles ont traversé l'extinction des dinosaures sans en être affectées. Qu'elles ont traversé la formation des Alpes, l'apparition des premiers primates, l'évolution de l'Homo sapiens et l'intégralité de l'histoire humaine, enfouies dans la boue, dans le noir, sous une pression écrasante, attendant. Ce que cette découverte signifie pour notre compréhension de la vie est encore en cours d'évaluation. Mais elle soulève immédiatement une question que les astrobiologistes ont saisie avec avidité. Si des bactéries peuvent survivre 101 millions d'années dans les sédiments océaniques de la Terre, que pourrait-il se passer dans les océans de glace d'Europe, la Lune de Jupiter, ou dans les sédiments sous la surface de Mars, où des océans ont existé il y a plus de 3 milliards d'années? Les abysses terrestres sont peut-être notre meilleur modèle pour comprendre où chercher la vie ailleurs dans l'univers. Mais revenons à nos profondeurs.
Parce que les bactéries centenaires, aussi extraordinaires soient-elles, ne sont pas la forme de vie la plus déroutante que les abysses ont à offrir. Il y a une créature que je dois vous décrire maintenant. Une créature qui, lorsque les biologistes marins l'ont observée pour la première fois dans son environnement naturel, les a conduits à remettre en question certains des fondements de la théorie évolutive. La méduse immortelle. Turritopsis dornii. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle est apparue dans des articles de vulgarisation scientifique avec des titres accrocheurs. Mais la réalité scientifique derrière cette créature est bien plus complexe et bien plus troublante que n'importe quel titre de magazine ne peut le capturer. Turritopsis dornii est une méduse minuscule, 4 à 5 mm de diamètre, transparente, presque invisible à l'œil nu. Originaire de la Méditerranée, mais désormais répandue dans tous les océans du monde grâce aux eaux de ballast des navires. Et elle possède une capacité biologique qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs dans le règne animal. Quand elle est soumise à un stress, manque de nourriture, blessure physique, vieillissement, elle peut inverser son cycle de développement. Complètement. Elle régresse de son stade adulte sexuellement mature à son stade polype juvénile, réabsorbant ses propres tissus, reformant ses structures cellulaires depuis le début et recommençant sa vie entière. Ce processus s'appelle la transdifférenciation. Des cellules différenciées, des cellules musculaires, des cellules nerveuses, des cellules reproductives, se dédifférencient et redeviennent des cellules souches pluripotentes, capables de former n'importe quel tissu. C'est l'équivalent biologique d'un adulte qui se transformerait en embryon, puis renaîtrait en bébé, et grandirait à nouveau jusqu'à l'âge adulte. En théorie, ce cycle peut se répéter indéfiniment. Le chercheur Stefano Piraino de l'université de Lecce en Italie, qui a décrit ce phénomène pour la première fois dans un article de 1996, puis l'a approfondi dans des publications ultérieures, a été parmi les premiers à comprendre les implications de cette découverte. Les chercheurs qui étudient le vieillissement et la médecine régénérative se sont intéressés avec une intensité croissante à la biochimie de cette transdifférenciation. Si nous pouvions comprendre les mécanismes moléculaires exacts qui permettent à cette méduse de se reprogrammer entièrement, les implications pour la médecine régénérative et pour le traitement du vieillissement cellulaire seraient potentiellement révolutionnaires. Mais Turritopsis dornii n'est pas une créature des grands fonds au sens strict. Elle vit dans des eaux relativement peu profondes. Alors pourquoi en parlons-nous ici ? Parce qu'elle illustre un principe fondamental qui s'applique à toutes les créatures que nous explorons aujourd'hui. Les abysses et les océans anciens n'ont pas seulement préservé des formes, ils ont préservé des solutions biologiques, des innovations évolutives si efficaces, si fondamentalement solides, qu'elles ont résisté à tout ce que le temps a pu leur infliger. La transdifférenciation de Turritopsis, la chambre à gaz du nautile, le sang coagulant du limule, le génome lentement évoluant du coelacanthe. Ce sont des brevets biologiques déposés il y a des centaines de millions d'années, toujours fonctionnels, toujours pertinents, toujours capables de surprendre la science moderne. Et maintenant, descendons encore plus bas. Parce que nous avons parlé d'animaux, nous avons parlé de bactéries. Mais il y a une catégorie de vie dans les profondeurs que nous n'avons pas encore abordée. Une catégorie qui remet en question les frontières entre la géologie et la biologie, entre le vivant et le minéral, entre la chimie et le métabolisme. Les écosystèmes des sources hydrothermales. En 1977, le submersible Alvin de la Woods Hole Oceanographic Institution plonge à 2500 mètres de profondeur dans le Pacifique équatorial, au niveau des dorsales océaniques des Galapagos. Les scientifiques à bord cherchent à étudier les fissures géologiques par lesquelles la chaleur interne de la Terre s'échappe vers les océans. Ce qu'ils s'attendent à trouver est un fond marin désertique, stérile, plongé dans l'obscurité absolue et le froid glacial. Ce qu'ils trouvent change l'histoire de la biologie. Des cheminées de roches noires qui crachent de l'eau surchauffée à 250 degrés Celsius. Et tout autour de ces cheminées, dans cette eau brûlante et chargée de soufre et de métaux lourds, dans une obscurité totale, à des profondeurs où la lumière solaire n'a jamais pénétré, une explosion de vie. Des tube-worms, des vers tubicoles, qui atteignent 2 mètres de longueur, leur panache rouge ondulant dans le courant chaud, comme des fleurs d'un jardin impossible. Des crabes albinos aux pinces blanches comme du marbre. Des crevettes sans yeux, dont la carapace porte des récepteurs thermiques capables de détecter les variations infimes de température.
des moules et des palourdes, dont les branchies sont colonisées par des bactéries chimiosynthétiques qui transforment le soufre en énergie organique. Pas de photosynthèse, pas de soleil, pas de chaîne alimentaire basée sur la lumière. Ces écosystèmes fonctionnent entièrement sur la chimiosynthèse. L'énergie vient non pas du soleil, mais de la chaleur interne de la Terre et des réactions chimiques entre les minéraux du fond marin et l'eau de mer. C'est une forme de vie complètement indépendante de l'étoile autour de laquelle notre planète orbite. Et cela pose une question vertigineuse. Si la vie peut exister sans soleil, alimentée uniquement par la chaleur géologique et les réactions chimiques inorganiques, alors la vie pourrait exister n'importe où dans l'univers où il y a de l'eau liquide et de la chaleur géologique. Ce qui est exactement la description d'Europe, la lune glacée de Jupiter. Ou d'Encelade, la lune de Saturne, dont les geysers d'eau chaude ont été détectés par la sonde Cassini. Les sources hydrothermales du fond des océans ne sont pas seulement des curiosités biologiques. Elles sont peut-être notre meilleure fenêtre sur l'origine même de la vie sur Terre. Parce que les conditions qui y règnent, la chaleur, la chimie riche en minéraux, la protection contre les rayonnements ultraviolets, ressemblent étrangement aux conditions que certains chercheurs, dont le chimiste Mike Russell du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, considèrent comme les conditions les plus probables de l'apparition de la vie il y a 4 milliards d'années. La vie ne serait pas née sur les plages ensoleillées d'un océan primitif. La vie serait née dans le noir absolu, au fond de l'océan, autour de cheminées hydrothermales qui crachaient leur chaleur dans les abysses. Et si c'est vrai, si la vie a commencé dans ces profondeurs, alors ce que nous trouvons aujourd'hui dans les grands fonds n'est pas seulement un musée de l'évolution. C'est peut-être le berceau original, le lieu de naissance, l'endroit d'où tout est parti. Nous venons peut-être de descendre jusqu'à nos propres origines. Mais il y a encore une couche supplémentaire à ajouter à ce tableau. Une couche qui va nous emmener vers quelque chose de plus immédiatement alarmant. Parce que jusqu'ici, nous avons parlé de survie, de persistance, de créatures qui ont traversé les âges en résistant à tout. Nous n'avons pas encore parlé de ce qui menace ces survivants aujourd'hui. Et ce qui les menace aujourd'hui est différent de tout ce qu'ils ont affronté au cours de leurs 400 millions d'années d'existence. Différent, et peut-être plus rapide. Nous allons en parler dans le prochain chapitre. Il y a quelque chose de profondément inconfortable dans ce que nous allons aborder maintenant. Nous avons passé les chapitres précédents à contempler l'indestructibilité de ces créatures, leur persistance, leur capacité à traverser des apocalypses planétaires comme si l'extinction était simplement un inconvénient temporaire. Et quelque part, dans cette contemplation, s'est installé un sentiment rassurant. Un sentiment que ces formes de vie sont éternelles, qu'elles survivront à tout, qu'elles étaient là avant nous et seront là après nous. Ce sentiment est dangereux, parce que les données scientifiques accumulées au cours des 20 dernières années racontent une histoire très différente. Et cette histoire commence par un chiffre, 2,5 degrés Celsius. C'est l'augmentation de la température des eaux de fond de l'océan Atlantique Nord, enregistrée entre 1950 et 2022. 2,5 degrés. Cela peut sembler négligeable. Dans votre vie quotidienne, 2,5 degrés ne changent pratiquement rien. Vous les remarqueriez à peine en sortant le matin. Mais pour une éponge des grands fonds qui vit dans un environnement dont la température est restée stable à 1 degré Celsius pendant 66 millions d'années, 2,5 degrés représente un bouleversement sans précédent dans toute son histoire évolutive. Son métabolisme n'a jamais été programmé pour gérer cette variation. Ses enzymes ont été optimisées au fil de centaines de millions d'années pour fonctionner dans une fourchette de température très précise et très étroite. Sortez de cette fourchette, même légèrement, et le moteur commence à tousser. Une étude publiée en 2023 dans la revue Nature Climate Change par une équipe internationale coordonnée par l'Université de Southampton a analysé les données de température de 79 stations d'observation des fonds marins réparties dans tous les océans du monde. Leurs conclusions sont inquiétantes. Le réchauffement des eaux profondes s'accélère. La vitesse à laquelle la chaleur de surface pénètre vers les abysses a augmenté de 40% depuis l'an 2000. Et contrairement à ce que l'on pensait il y a encore 20 ans, que les profondeurs étaient un tampon thermique imperturbable, les eaux abyssales se réchauffent bel et bien. Plus lentement que la surface, mais de manière mesurable et surtout de manière irréversible à l'échelle de temps humaine. Mais le réchauffement n'est que le premier des problèmes.
Le deuxième s'appelle l'acidification. Les océans absorbent environ un tiers du dioxyde de carbone que l'humanité émet dans l'atmosphère. Ce processus nous a rendu un service immense depuis le début de l'ère industrielle en ralentissant le réchauffement climatique. Mais il a un coût chimique direct. Quand le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer, il forme de l'acide carbonique. Et l'acide carbonique libère des ions hydrogène qui diminuent le pH de l'eau. Depuis le début de l'ère industrielle, le pH moyen des océans est passé de 8,2 à 8,1. Une diminution de 0,1 unité de pH. Là encore, cela semble minuscule. Ça ne l'est pas. L'échelle de pH est logarithmique. Une diminution de 0,1 unité représente une augmentation de l'acidité de 26%. Et les projections publiées par le GIEC indiquent que si les émissions continuent à leur rythme actuel, le pH des océans pourrait atteindre 7,8 d'ici 2100. Ce serait le niveau d'acidité le plus élevé des océans depuis 56 millions d'années, depuis l'événement thermique du maximum thermique du Paléocène-Éocène, qui avait lui-même provoqué une extinction significative de la faune marine profonde. Pour les créatures qui construisent des structures calcaires, coquilles, squelettes, tubes, l'acidification est une menace existentielle directe. L'acide carbonique dissout le carbonate de calcium. La coquille du nautile, que nous avons admirée pour sa beauté mathématique et sa résistance à travers les âges, se dissout chimiquement dans une eau suffisamment acide. Lentement, mais inexorablement. Des expériences menées à l'aquarium de Monterey Bay en Californie ont exposé des nautiles à des niveaux d'acidité correspondant aux projections de fin de siècle. Les résultats publiés en 2019 montrent une réduction de l'épaisseur des coquilles de 17% en moins de 60 jours. Des coquilles plus minces signifient une protection réduite contre les prédateurs, une flottabilité moins bien contrôlée, une vulnérabilité accrue aux variations de pression. Un animal qui a survécu 450 millions d'années pourrait ne pas survivre les 80 prochaines. Mais il y a un troisième facteur. Un facteur que la plupart des gens ignorent complètement quand ils pensent aux menaces pesant sur l'océan profond. Un facteur qui n'existait tout simplement pas lors des 5 extinctions précédentes et qui représente donc quelque chose d'entièrement nouveau dans l'histoire de la vie sur Terre. L'exploitation minière des grands fonds. Le fond de l'océan n'est pas seulement un musée biologique, c'est aussi une mine. Une mine extraordinairement riche en ressources que l'économie mondiale du XXIe siècle désire intensément. Les nodules polymétalliques sont des concrétions de minéraux, manganèse, nickel, cobalt, cuivre, qui se forment lentement au fond des plaines abyssales sur des millions d'années. Un nodule de la taille d'une pomme de terre peut prendre 15 millions d'années à se former. Ces nodules contiennent des concentrations de métaux rares indispensables à la fabrication de batteries pour véhicules électriques, de panneaux solaires, de composants électroniques. La plaine abyssale de Clarion-Clipperton dans le Pacifique Nord, une zone de la taille de l'Europe, en contient des milliards de tonnes. Les entreprises minières et plusieurs gouvernements regardent cette ressource avec une convoitise croissante. L'Autorité internationale des fonds marins, l'organisme des Nations Unies qui réglemente l'exploitation des fonds marins internationaux, a accordé des dizaines de licences d'exploration et les premières opérations d'exploitation commerciale pourraient commencer dans les prochaines années. Le problème est que les engins miniers qui ramasseraient ces nodules créeraient des panaches de sédiments s'étendant sur des centaines de kilomètres. Ces sédiments en suspension étoufferaient les éponges, les coraux, les vers tubicoles et tous les organismes filtreurs qui constituent l'épine dorsale des écosystèmes abyssaux. Et parce que ces écosystèmes fonctionnent à des vitesses biologiques extrêmement lentes, nous avons parlé d'éponges qui poussent de quelques millimètres par siècle, leur capacité de récupération après une perturbation majeure est quasi nulle à l'échelle humaine. Une étude menée dans la zone de Clarion-Clipperton par des chercheurs du Natural History Museum de Londres et publiée en 2022 a retrouvé les traces d'un test d'exploitation minier effectué en 1989. 33 ans plus tard, les sillons creusés par les engins étaient encore parfaitement visibles. Les communautés biologiques dans ces sillons n'avaient montré presque aucun signe de récupération. 33 ans. Aucune récupération significative. Ces écosystèmes mettent des millénaires à se construire. Un événement minier de quelques semaines peut les détruire pour des temps géologiques. Et voici la dimension la plus troublante de tout cela. Lors des 5 extinctions massives précédentes, les changements qui ont détruit la faune marine se sont produits sur des milliers,
voire des dizaines de milliers d'années. Même l'impact de l'astéroïde il y a 66 millions d'années, l'événement le plus brutal et le plus soudain de tous, a déployé ses effets sur plusieurs millénaires. Cela a laissé du temps. Pas beaucoup, mais assez pour que certaines lignées, dans certains refuges, puissent s'adapter ou se déplacer vers des zones moins affectées. Le changement climatique actuel, lui, se produit sur une échelle de temps d'1 siècle. Peut-être 2 ou 3 siècles pour ses effets les plus profonds sur les abysses. Pour un être humain, c'est une longue période. Pour une éponge dont le taux métabolique est si lent qu'elle peut à peine détecter le passage d'une génération humaine, c'est un mur. Un changement trop rapide pour permettre aucune adaptation, aucune migration, aucune réponse évolutive. L'évolution a besoin de temps. La 6e extinction, elle, ne prend pas le temps d'attendre. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Les biologistes parlent officiellement d'une 6e extinction de masse, pas comme d'une projection future, comme d'un événement en cours. Une méta-analyse publiée en 2015 dans le journal Science Advances par des chercheurs des universités de Stanford, de Princeton et du Muséum national des sciences naturelles du Mexique a conclu que le taux d'extinction actuel est entre 20 et 100 fois supérieur au taux de fond naturel. Certaines estimations, utilisant des modèles plus conservateurs, parlent de 8 à 100 fois. Pour les espèces marines des profondeurs, le problème est aggravé par une ironie cruelle. Nous ne savons pas ce que nous sommes en train de perdre. Sur les espèces marines estimées vivre dans les profondeurs océaniques, la grande majorité n'a jamais été décrite scientifiquement, n'a jamais reçu de nom latin, n'a jamais été observée vivante. Nous savons qu'elles existent parce que des échantillons de sédiments, des images de caméras de plongée, des filets de dragage remontés à la surface en contiennent les traces. Mais nous n'avons ni leur génome, ni leur description anatomique complète, ni la moindre compréhension de leur rôle dans l'écosystème. Comment protéger ce que l'on ne connaît pas encore? C'est l'une des questions les plus urgentes que la science marine tente de résoudre en ce moment. Des initiatives comme le Census of Marine Life, qui a catalogué 25 000 nouvelles espèces marines entre 2000 et 2010, ont montré l'ampleur de notre ignorance, et aussi l'ampleur de ce qu'il reste à découvrir. Il y a pourtant, dans ce tableau sombre, quelques lueurs. En 2023, le Parlement européen a adopté la loi sur la restauration de la nature, qui inclut des dispositions spécifiques pour la protection des écosystèmes marins profonds dans les eaux européennes. La même année, après plus de 15 ans de négociations, le traité sur la haute mer a été adopté sous l'égide des Nations Unies, créant pour la première fois un cadre légal pour la protection de la biodiversité dans les eaux internationales, qui couvrent près de la moitié de la surface de la planète. Ces avancées sont réelles, mais leur mise en œuvre reste incertaine, sous-financée et soumise aux aléas politiques. Et pendant ce temps, dans les abysses, les survivants de 400 millions d'années filtrent l'eau, ancrent leurs tubes dans les sédiments, enroulent leurs coquilles en spirale parfaite et continuent d'exister comme ils l'ont toujours fait. Inconscients du fait que la menace qui pèse sur eux aujourd'hui ne ressemble à aucune de celles qu'ils ont traversées. Parce que les astéroïdes, les volcans, les glaciations, les anoxies océaniques, tout cela, c'était la Terre qui se parlait à elle-même. Des forces géologiques qui répondaient à des équilibres planétaires, des catastrophes sans intention. Ce qui se passe aujourd'hui est différent. C'est la première extinction dans l'histoire de la vie sur Terre causée par une espèce biologique, par des choix, par des décisions, par une civilisation qui comprend exactement ce qu'elle est en train de faire et qui continue quand même. C'est peut-être la dimension la plus extraordinaire de toute cette histoire. Ces créatures ont survécu à tout ce que l'univers leur a infligé. La question est de savoir si elles peuvent survivre à nous. Mais avant de conclure, il reste une chose à explorer. Quelque chose que nous n'avons pas encore abordé et qui représente peut-être l'aspect le plus vertigineux de toute cette enquête. Ce que ces survivants nous disent sur l'avenir. Pas le nôtre, celui de la vie elle-même. Parce que si vous regardez les 5 extinctions précédentes avec suffisamment de recul, une pattern émerge, un motif qui se répète. Et ce motif contient une information que nous devrions peut-être écouter. Nous allons l'examiner dans le dernier chapitre. Il existe une loi non écrite dans l'histoire de la vie sur Terre. Pas une loi au sens juridique, pas même une loi au sens scientifique strict. Plutôt un motif. Une régularité qui apparaît chaque fois que l'on examine les 5 grandes extinctions avec suffisamment de recul.
une régularité que les paléontologues ont commencé à formuler sérieusement dans les années 90 et qui prend aujourd'hui une importance qu'ils n'auraient peut-être pas anticipée. La loi est la suivante. Chaque extinction massive a produit un monde plus complexe que celui qui la précédait. Prenez le grand mourant du Permien-Trias, il y a 252 millions d'années. 96% des espèces marines disparaissent. Les récifs coralliens cessent d'exister. Les océans deviennent des zones mortes. Par tout critère raisonnable, c'est une catastrophe absolue, irréparable, définitive. Et pourtant, 10 millions d'années plus tard, les océans sont repeuplés. Les niches écologiques laissées vides par les disparus sont occupées par de nouvelles formes de vie. Et parmi ces nouvelles formes de vie se trouvent les archosaures, le groupe qui donnera naissance aux dinosaures, aux crocodiles et finalement aux oiseaux. Sans le grand mourant, pas de dinosaures. Sans l'extinction du Crétacé paléogène, il y a 66 millions d'années, pas de mammifères dominants, pas de primates, Pas d'Homo sapiens. Chaque fin de monde a été, rétrospectivement, le début d'un monde plus riche. Et les abysses ont joué un rôle crucial dans chacun de ces recommencements. Parce que les survivants des profondeurs ne sont pas seulement des reliques, ils sont des réservoirs, des archives biologiques vivantes, des dépôts de solutions évolutives testées, validées et préservées pendant des centaines de millions d'années. Après chaque extinction, quand la vie en surface cherchait ses nouvelles formes, elle ne repartait pas de zéro. Elle piochait dans ce réservoir. Des lignées qui avaient survécu dans les profondeurs remontaient graduellement, colonisaient les niches libérées, apportaient avec elles leurs adaptations éprouvées. C'est ce que les biologistes évolutifs appellent l'effet de pompe bathymétrique. Les profondeurs pompent des formes de vie vers la surface quand la surface en a besoin. La chercheuse Susan Kidwell, de l'Université de Chicago, a publié en 2019 une analyse systématique de ce phénomène dans les Archives of Natural History. Son étude montre que dans les 10 millions d'années qui suivent chaque extinction massive, le pourcentage d'espèces marines dont les ancêtres provenaient des eaux profondes augmente de manière statistiquement significative. Les abysses ne sont pas seulement un refuge, ils sont une pépinière. Un incubateur évolutif qui se vide lentement vers la surface après chaque catastrophe planétaire. Ce motif, cette pompe bathymétrique, a fonctionné 5 fois. La question que les paléontologues commencent à poser à voix haute est celle-ci. Fonctionnera-t-elle une 6e fois? La réponse dépend de quelque chose que nous n'avons jamais testé auparavant. Elle dépend de la vitesse. Permettez-moi de vous donner une comparaison qui rend ce problème concret. Imaginez que vous prenez un être humain en parfaite santé et que vous augmentez progressivement la température de son environnement de 1 degré tous les 10. L'organisme humain est remarquablement adaptatif. Il transpire, il ajuste sa circulation sanguine, il modifie son comportement. Sur quelques décennies, à ce rythme lent, il pourrait probablement s'adapter à une augmentation de plusieurs degrés. Maintenant, imaginez que vous augmentez cette même température de 1 degré par jour. Le résultat est radicalement différent. Non pas parce que la température finale est différente, mais parce que la vitesse du changement dépasse la capacité d'adaptation de l'organisme. C'est exactement le problème auquel font face les créatures des abysses aujourd'hui. Les 5 extinctions précédentes se sont produites sur des milliers à des dizaines de milliers d'années. Le changement actuel des océans se produit sur des centaines d'années. Pour des organismes dont le métabolisme fonctionne à l'échelle du siècle, dont le taux de reproduction se mesure en décennies, dont l'évolution se compte en millions d'années, cette vitesse est sans précédent. Pas en termes de magnitude finale du changement, en termes de vitesse. C'est la vitesse qui pourrait briser la pompe bathymétrique pour la première fois de l'histoire de la vie sur Terre. Mais voici où l'histoire devient plus nuancée, plus honnête. Parce que la science ne parle pas d'une seule voix sur ce sujet. Et un texte qui prétendrait à la certitude là où il n'y a que des hypothèses, vous mentirez. Il y a des chercheurs, comme le biologiste marin Craig McLean du Louisiana University's Marine Consortium, qui soutiennent que nous sous-estimons la résilience des écosystèmes abyssaux. Que leur isolement même, leur fragmentation en dizaines de sous-écosystèmes distincts, signifie que même si certains sont détruits, d'autres survivront. Que la biodiversité des profondeurs est suffisamment vaste et suffisamment distribuée pour que la pompe bathymétrique continue de fonctionner même dans un scénario de changement rapide. Il cite notamment les données publiées en 2021 dans la revue Deep Sea Research, qui montrent que certaines communautés de sources hydrothermales,
des écosystèmes parmi les plus isolés et les plus extrêmes de la planète, ont montré des signes de résilience remarquables après des perturbations volcaniques locales, se reconstruisant en quelques décennies là où les modèles prédisaient des siècles. C'est une position scientifique légitime, soutenue par des données réelles. En face se trouve une position tout aussi légitime, défendue par des chercheurs comme Thomas Dahlgren de l'Université de Göteborg, dont les travaux publiés dans Conservation Biology en 2022 montrent que les espèces endémiques des plaines abyssales, celles qui n'existent que dans une zone géographique précise, ont des capacités de dispersion si limitées qu'une perturbation locale équivaut à une extinction globale pour cette espèce. Pas de refuge alternatif, pas de population source dans une autre tranchée, juste la disparition. La vérité scientifique actuelle se situe quelque part entre ces deux positions, et cette incertitude est elle-même une information importante, parce qu'elle signifie que nous prenons des décisions irréversibles sur des systèmes que nous ne comprenons pas encore, que nous modifions des écosystèmes vieux de centaines de millions d'années avant d'avoir eu le temps de les étudier, que nous pourrions détruire des solutions biologiques que l'évolution a mis des éons à perfectionner, des solutions dont nous ne soupçonnons même pas l'existence, et encore moins l'utilité potentielle. Le réactif médical dérivé du sang du limule nous l'a déjà montré. Une créature que nous aurions pu considérer comme une simple curiosité évolutive, un fossile vivant sans intérêt pratique particulier, s'est révélé indispensable à la médecine moderne. Combien d'autres créatures des abysses portent en elles des solutions biologiques que nous ne savons pas encore lire? Des chercheurs de l'Université de Portsmouth ont annoncé en 2022 travailler sur des enzymes isolées d'une bactérie des sources hydrothermales profondes, capables de dégrader certains types de plastique à des températures basses. Des chercheurs de l'Institut Max Planck de biochimie marine ont identifié dans des éponges des grands fonds des molécules aux propriétés antivirales que les modèles pharmaceutiques actuels n'auraient jamais produites. Une étude de l'Université d'Hawaï publiée en 2020 a identifié des protéines dans les tissus d'un ver tubicole des abysses qui pourraient avoir des applications dans le traitement des lésions nerveuses. La pharmacopée de l'avenir dort peut-être à 5000 mètres de profondeur, et nous la remettons en question avant même de l'avoir ouverte. Il y a un dernier élément que je veux aborder avant de conclure. Un élément qui change la perspective de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Un élément qui n'est pas une menace, pas une catastrophe, pas un problème à résoudre, mais une révélation. Depuis quelques années, des avancées technologiques dans les domaines des sondes autonomes, des véhicules sous-marins téléguidés de nouvelle génération et de l'imagerie acoustique haute résolution commencent à ouvrir les abysses d'une manière qui n'était pas possible il y a encore 10 ans. Des projets comme le programme ADAL de la National Science Foundation américaine ou l'initiative 5 Deeps de Victor Vescovo, qui a atteint le point le plus profond de chacun des 5 océans entre 2018 et 2019, ramènent des données, des images et des échantillons d'une richesse sans précédent. Ce que ces explorations révèlent systématiquement est une biodiversité que personne n'anticipe. Dans la tranchée des Mariannes, là où la pression est 1100 fois celle de la surface et où la température frôle le point de congélation, des espèces nouvelles sont décrites à chaque plongée. Des crevettes inconnues, des polychètes, des vers marins, dont les structures anatomiques ne ressemblent à rien de catalogué. Des foraminifères, ces organismes à coquilles microscopiques, d'une diversité qui suggère une évolution active et complexe à des profondeurs que nous pensions presque stériles. La tranchée de Tonga, dans le Pacifique Sud, a révélé lors d'une expédition menée par l'Université de Western Australia en 2021 des communautés entières de crustacés amphipodes vivant exclusivement dans les parties les plus profondes, à 10 000 mètres, se nourrissant de bois dérivant depuis les forêts côtières. Du bois tropical descendu à 10 km de profondeur, colonisé par des bactéries, et finalement consommé par des créatures dont les ancêtres n'ont peut-être jamais vu la lumière du soleil depuis des millions d'années. La vie trouve toujours un chemin. C'est le cliché le plus éculé de la biologie. Mais les abysses le démontrent avec une éloquence que rien d'autre sur cette planète ne peut égaler. Et maintenant, revenons là où nous avons commencé. À cette question que nous avons posée dans les premières minutes. Ces créatures ont survécu à 5 fins du monde. Survivront-elles à la 6e? Voici ce que la science peut dire, honnêtement. Elle ne sait pas. Pas encore. Pas avec certitude. Les modèles sont imprécis, les données insuffisantes, les échelles de temps trop longues pour être saisies dans leur totalité par des cerveaux humains
qui pensent en décennies plutôt qu'en millions d'années. Mais voici ce qu'elle peut dire avec une certitude absolue. Si ces créatures disparaissent, elles ne reviendront pas. Pas à l'échelle de temps humaine, pas à l'échelle de la civilisation, pas à l'échelle de l'espèce. L'évolution qui a produit le nautile, le quelacanthe, le limule, les éponges de verre, les vers tubicoles des sources hydrothermales. Cette évolution a pris des centaines de millions d'années. Si nous la brisons, nous brisons quelque chose d'irremplaçable dans tout cadre temporel qui a une signification pour nous. Et nous brisons peut-être aussi la pompe bathymétrique, ce mécanisme silencieux, patient, invisible, qui a reconstruit la biosphère 5 fois après 5 apocalypses. Ce filet de sécurité planétaire qui a permis à la vie de rebondir chaque fois qu'elle était poussée au bord du précipice. Nous serions la première cause d'extinction dans l'histoire de la Terre à détruire non seulement des espèces, mais potentiellement le mécanisme de récupération lui-même. Voilà ce que cachent les abysses, pas seulement des monstres et des mystères, pas seulement des fossiles vivants et des créatures immortelles, pas seulement des pharmacopées inexplorées et des origines oubliées. Les abysses cachent le plan de secours de la planète. Cette cascade sombre et froide de zones empilées les unes sur les autres, ces tranchées que la lumière n'a jamais touchées, ces plaines où des éponges filtrent l'eau depuis avant l'apparition des arbres. C'est l'assurance vie de la biosphère. Testée 5 fois, validée 5 fois, utilisée 5 fois pour reconstruire un monde depuis ses fondations. Et nous commençons à peine à comprendre son existence au moment précis où nous la menaçons. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette situation. Cette capacité à toucher quelque chose de fragile, juste au moment où nous réalisons sa valeur. À arriver au bord du précipice, juste au moment où nous commençons à voir ce qu'il y a en bas. Mais il y a aussi quelque chose d'unique dans notre situation. Quelque chose qu'aucune des forces géologiques qui ont déclenché les 5 extinctions précédentes ne possédait. La conscience. Les astéroïdes n'avaient pas le choix. Les volcans sibériens n'avaient pas le choix. Les glaciations, les anoxies océaniques, les tempêtes de méthane, aucune de ces forces n'était capable de regarder ce qu'elles faisaient et de décider autrement. Nous le sommes. Nous sommes la première force géologique de l'histoire de la Terre qui peut décider de ne pas détruire. La première catastrophe potentielle capable de se regarder dans un miroir et de changer de trajectoire. C'est une responsabilité sans précédent dans 4 milliards d'années d'histoire de la vie. Dans les profondeurs, en ce moment même, un nautile déploie ses tentacules dans l'obscurité absolue. Une éponge de verre filtre patiemment l'eau froide. Un quelacanthe glisse le long d'une paroi rocheuse à 500 mètres de profondeur, ses nageoires charnues articulées comme des mains primitives, ses yeux verts captant les infimes lueurs bioluminescentes de ses proies. Ces créatures ont traversé 450 millions d'années pour arriver jusqu'à nous. Elles ne savent pas que nous existons, elles ne savent pas ce que nous faisons. Et pourtant, leur destin est désormais lié au nôtre d'une manière que rien dans leur longue histoire n'aurait pu préfigurer. Ce que nous faisons des abysses dira quelque chose d'essentiel sur ce que nous sommes. Pas en tant qu'espèce biologique, en tant que force consciente dans un univers où la conscience est peut-être la chose la plus rare et la plus précieuse qui soit. Les abysses ont préservé le passé de la vie. C'est à nous de décider si elles auront un avenir, dans un univers où la conscience est peut-être la chose la plus rare et la plus précieuse qui soit. Les abysses ont préservé le passé de la vie. C'est à nous de décider si elles auront un avenir.